Une tempête fait rage alors que la famille maudite se réunit autour de la table, le silence pesant est soudain brisé lorsqu'un membre se lève pour annoncer qu'il a un sujet important à aborder avec le père. Le jeune homme déclare avec détermination qu'il veut quitter la maison familiale, il supplie son père de l'exiler, se proclamant lui-même ennemi juré de la famille. Le père, surpris et furieux, demande à son fils ce qu'il vient de dire, mais un autre membre de la famille éclate de rire, moquant ouvertement la demande choquante de Yuri. Un membre de la famille se moque ouvertement de Yuri, rappelant avec arrogance la noblesse et les liens royaux de leur lignée. Pourtant, dans un regard sombre, notre héros presque cette famille est vouée à disparaître bientôt. Le décor s'ouvre alors sur un paysage médiéval, annonçant l'univers du célèbre jeu Sinquest. Notre héros réalise que tout dans ce monde est identique au jeu auquel il jouait sans cesse. Il découvre qu'il s'est réincarné en Yuri Roussout, personnage qui deviendra le boss final. Pourtant, ce personnage trahit le protagoniste à la fin du jeu, ce qui le rend particulièrement détesté. La trahison aura lieu à la fin du jeu, plusieurs années après le début de l'histoire principale qui commence 5 ans plus tard. La famille Roussout est accusée de complot contre la nation, entraînant l'exécution de tous ses membres sauf la sœur cadette. Malgré les paroles rassurantes de Marco, le frère aîné, un homme désespéré supplie pour sa vie avant de mourir. La sœur cadette, impassible, savoure ce triste destin avec un calme glaçant. Miranda Luxout, l'aîné, méprise ouvertement son frère, le qualifiant de fardeau inutile. Pourtant, ce dernier meurt de manière pitoyable, implorant miséricorde dans un ultime souffle. Cette fin tragique a marqué les joueurs, donnant au jeu sa réputation de jeu sombre. Miranda Luxout, l'aîné, méprise ouvertement son frère, le qualifiant de fardeau inutile. Pourtant, ce dernier meurt de manière pitoyable, implorant miséricorde dans un ultime souffle. Cette fin tragique a marqué les joueurs, donnant au jeu sa réputation de jeu sombre. Malgré sa position de frère cadet du roi, il s'est chargé des tâches les plus sordides, conspiration et assassinat compris. Il deviendra plus tard le cerveau d'un coup d'état d'une cruauté extrême. Yuri, conscient du danger que représente son père, décide de répondre avec prudence et exprime son désir d'apprendre sur le monde extérieur pour faire progresser ses études et contribuer au développement de la famille. Le père, d'un regard perçant, remet en question la volonté du protagoniste de contribuer au développement de la famille. Sa voix lourde de reproches, une ombre menaçante s'abat sur le jeune homme, soulignant le fossé entre leurs visions. La tension monte alors qu'un pas ferme résonne, annonçant une confrontation imminente. Le père, d'un regard perçant, remet en question la volonté du protagoniste de contribuer au développement de la famille. Sa voix lourde de reproches, une ombre menaçante s'abat sur le jeune homme, soulignant le fossé entre leurs visions. La tension monte alors qu'un pas ferme résonne, annonçant une confrontation imminente. Le père exprime son incrédulité face aux paroles du protagoniste, rappelant une erreur passée d'un subordonné. Le jeune homme, envahi par le doute, redoute d'avoir commis une faute dans sa réponse. Une main ferme se pose soudainement sur son épaule, interrompant ce moment de tension. Le père, impressionné, reconnaît l'attitude admirable de son fils et lui accorde une portion de son territoire à la frontière. Il l'encourage à apprendre à devenir un véritable seigneur, tandis que le jeune homme, surpris, remercie humblement. Dans un coin, une jeune fille observe la scène, son regard chargé de réflexion. Sacha interpelle son frère avec inquiétude, troublé par son indépendance précoce. Le jeune homme la reconnaît avec un sourire, apaisant ses craintes. Dans ses pensées, il considère Sacha comme la seule personne au cœur véritablement bienveillant de toute la famille. Dans cette famille aux relations tendues, Sacha reste la seule bouffée d'air frais. Elle implore son frère d'accepter un porte-bonheur, malgré sa décision déjà prise. Pourtant, ce geste la rapproche un peu plus de cette famille qu'il juge malfaisante. Cette nuit-là, dans un bureau éclairé par la lune, un homme âgé exprime son mépris envers Master Baran, qu'il juge toujours aussi sournois. Il s'inquiète pour Master Yuri, estimant que le territoire accordé est bien trop dangereux pour lui. En buvant un verre de vin, il qualifie la situation de répugnante. L'homme âgé médite sur la nature humaine, comparant le vin aux personnes, où même les meilleurs sont toujours mêlés à des éléments inférieurs. Il avoue avoir prévu de se débarrasser de Master Baran, mais ne s'attendait pas à ce qu'il parte de lui-même. Malgré tout, il entrevoit une possible utilité pour Master Yuri s'il parvient à survivre dans ce territoire périlleux. Notre héros découvre qu'il a été nommé seigneur du village d'Alf et de ses environs, une responsabilité qui le laisse perplexe. Il se demande ce qu'il doit faire face à cette nouvelle situation. Malgré tout, il ne peut s'empêcher de penser que le choix du village d'Alf comme territoire est loin d'être idéal. Le village d'Alf est un territoire stérile, pauvre en ressources et difficile à cultiver.
considéré comme indigne d'être conquis. Pourtant, notre héros sait que la plupart des personnes talentueuses de la région sont sous l'influence de son père. Il réalise qu'il devra d'abord rassembler des hommes avant de pouvoir développer les infrastructures nécessaires. Yuri reste méfiant envers les habitants, incapable de deviner leurs intentions et préférant garder ses distances. Malgré son mécontentement, il accepte la situation avec un soupir résigné. Soudain, une voix l'interpelle devant une enseigne indiquant une boutique d'esclaves. Devant une boutique d'esclaves, un homme rappelle au protagoniste qu'il est redevable à son père. Ce dernier lui propose d'acquérir des esclaves liés par magie de contrat, garantissant une obéissance totale. Bien que notre héros reconnaisse que ce n'est pas la meilleure méthode, il admet que cela élimine le risque de trahison et envisage cette option pour obtenir la main-d'œuvre nécessaire au développement du territoire. Devant le protagoniste, 3 esclaves enchaînés sont présentés, leurs regards cachés par leurs cheveux. L'homme qui les accompagne insiste sur le fait qu'ils ont été soigneusement sélectionnés, soulignant la fiabilité de cette main-d'œuvre. Notre héros observe la scène, pesant les implications de cette proposition. L'homme propose à Yuri d'accepter son offre, tout en le sous-estimant en le traitant de fils raté. Yuri, agacé, se demande s'il ne pense pas quelque chose de vraiment grossier à son sujet, mais décide finalement qu'il devra se faire sa propre opinion. En parallèle, on apprend que Yuri, en tant que réincarné, a reçu plusieurs capacités spéciales. Parmi toutes ces capacités, une se démarque par son unicité, le regard d'évaluation. Cette compétence spéciale permet au protagoniste d'analyser précisément ses cibles. Yuri active son regard d'évaluation, une capacité unique qui lui permet d'analyser précisément le statut des autres. En l'utilisant, il découvre que cette femme n'est pas aussi mauvaise qu'il le pensait, mais réalise aussi qu'elle est déjà liée par un contrat avec quelqu'un. Intrigué, il se demande qui peut bien être cette personne. Yuri réalise que ce n'est pas seulement la femme qui est liée par un contrat, mais que tout le monde ici l'est également. Il s'interroge alors, cet homme âgé aurait-il prévu sa venue et passé les contrats à l'avance? Il comprend que ces individus, loin d'être de simples esclaves fidèles, sont en réalité des membres dangereux et stratégiques de la famille maléfique, contrôlés par un cerveau machiavélique. Yuri réalise que le marchand est également complice de ce plan machiavélique. Ce dernier, visiblement inquiet, propose son aide si la demande est satisfaite, mais notre héros l'interrompt brusquement, révélant qu'aucun candidat ne correspond à ses critères. Surpris, le marchand se demande s'il a été démasqué, tandis que le protagoniste décide de chercher ailleurs. Yuri réalise qu'il sera difficile de trouver quelqu'un qui ne soit pas sous le contrôle du père du marchand. Il craint que s'il s'allie à ce groupe, il risque de s'attirer de graves ennuis. Il se remémore alors son destin tragique dans le jeu, où il était condamné à mourir. Yuri se demande s'il existe quelqu'un dans ce monde qui ne soit lié ni à son père ni à son groupe. Soudain, il repère une silhouette qui semble échapper à ses influences. Avec détermination, il s'exclame que c'est Fi, la personne qu'il cherchait. Fi est une esclave bête humaine dont la mère a été tuée, la laissant sans famille dans un pays où son peuple est détesté. Yuri découvre son corps et réalise qu'elle est un personnage clé du jeu, condamné à mourir pour le déroulement d'un sous-événement. Cette révélation met en lumière les injustices de ce monde cruel. Yuri voit une opportunité rare d'obtenir un talent sans lien avec son groupe ni sa famille. Cependant, il s'inquiète de l'endroit où se trouve Fi, car des chasseurs traquent à nouveau les bêtes humaines dans le secteur. Cette menace ravive ses craintes face à la chasse aux bêtes. Fi lutte désespérément, enchaînée et traînée contre son gré, criant pour qu'on la libère. Sa peur et sa colère transparaissent dans son regard, tandis qu'elle tente de se débattre contre ses ravisseurs. Fi subit les insultes et la haine de ses ravisseurs, qui la traitent de bête et la dénigrent pour son apparence. L'un d'eux, exaspéré, reconnaît à demi-mot la cruauté de leur comportement. Soudain, dans un élan de rage et de désespoir, Fi mord violemment la main de son agresseur. Fi reçoit un coup de pied violent qui la fait tomber au sol, tandis que son agresseur hurle sa colère en la traitant de chat maudit. Malgré sa chute, elle tente de se protéger, mais ses ravisseurs la méprisent encore, craignant une possible maladie. Un autre homme, impatient, ordonne de se dépêcher pour la vendre, tandis que Fi supplie en silence. Alors que Fi est toujours tenue, un jeune garçon s'avance et l'interpelle directement, semblant la reconnaître. Les ravisseurs restent en retrait, tandis que la foule s'agglutine en arrière-plan, intriguée par cette confrontation inattendue. Un jeune garçon s'avance avec assurance, un sourire confiant aux lèvres, affirmant qu'il a de la chance de rencontrer sa cible si rapidement. Les ravisseurs, surpris, s'interrogent bruyamment sur son identité, tandis que certains commencent à le reconnaître. Fi, toujours au sol, observe cette scène avec une expression mêlée d'inquiétude et d'espoir.
Le jeune garçon est identifié comme Yuri Roussout, le troisième fils de la maison Roussout. Certains le reconnaissent comme un échec notoire, mais les ravisseurs voient en lui une opportunité lucrative. Ils se précipitent alors pour le capturer, espérant obtenir une rançon importante. Il a toujours caché ses capacités pour tromper son entourage, se demandant s'il doit les utiliser juste assez pour les induire en erreur. Sa compétence cachée, discrétion, est mise en lumière. Face à deux ravisseurs armés qui le menacent, il reste silencieux, espérant éviter les coups. Le jeune garçon esquive avec une rapidité déconcertante les attaques de ses deux assaillants, révélant une agilité insoupçonnée. Soudain, l'un des ravisseurs laisse tomber son arme lourde, une masse à pointe, tandis que le protagoniste saisit calmement un bâton, prêt à riposter. Les ravisseurs, d'abord confiants et excités à l'idée de la rançon, réalisent soudain que leur proie a disparu. Ils paniquent en constatant que non seulement le garçon, mais aussi l'arme ont mystérieusement disparu. Leur confusion grandit, incapables de comprendre ce qui vient de se passer sous leurs yeux. Les ravisseurs, d'abord sur deux, éclatent de rire en imaginant leur future richesse, mais leur joie se transforme rapidement en panique lorsqu'ils réalisent que le garçon et son arme ont disparu sans laisser de traces. Ils cherchent désespérément, incapables de comprendre ce qui vient de se passer. Yuri se remémore la bataille finale, évoquant la technique de discrétion qui frappe les points faibles de l'adversaire, un art qui l'a profondément tourmenté. Pendant ce temps, les ravisseurs paniquent en réalisant qu'il n'est pas aussi insignifiant qu'ils le croyaient. Ils proposent alors son aide, mais à une condition mystérieuse. Une pensée ferme conclut, ne jamais se mêler à cette femme à nouveau. La jeune femme Féline remercie timidement le protagoniste pour son aide, consciente du danger qu'elle a évité. Malgré son apparence innocente, un homme observe la scène avec méfiance, se demandant ce qui aurait pu arriver si la situation avait dégénéré. Une tension subtile plane alors que chacun mesure les enjeux cachés derrière cette rencontre. Yuri fixe intensément la jeune femme, déterminé à vérifier une vérité cruciale. Son regard perçant cherche à percer le mystère qui l'entoure. La révélation tombe, elle n'a aucun lien officiel, aucun contractant. Yuri confirme qu'elle n'a aucun lien avec son père ni avec le groupe de héros, la considérant comme une des rares personnes vraiment sûres en ville. Il interpelle alors la jeune femme Féline, lui demandant d'écouter sa requête en échange de son aide. Surpris, elle se prépare à entendre sa demande. Yuri avoue qu'il cherchait quelqu'un comme elle, ce qui la fait rougir. Sur la défensive, elle craint qu'il ait de mauvaises intentions, évoquant les perversions des hommes bêtes. Il la rassure immédiatement, expliquant que sa seule demande est de laver la saleté sur son corps, tout en posant doucement la main sur son épaule. Yuri, le regard intense et un sourire déterminé, lance sa demande avec force. Il veut qu'elle devienne sa servante. La jeune femme Féline, surprise et déstabilisée, reste sans voix, ne sachant comment réagir à cette proposition inattendue. Féline se fait coiffer avec soin, tandis qu'elle semble légèrement gênée par l'attention qu'elle reçoit. Autour d'elle, des murmures s'élèvent, attirant son regard curieux. Soudain, une voix familière l'interpelle, la sortant de ses pensées. Surprise, elle apprend qu'elle va devenir la femme de chambre personnelle de ce jeune homme. Malgré son hésitation, elle réalise à quel point la famille Luxout est prestigieuse, attirant de nombreuses personnes prêtes à tout pour y travailler. Pendant ce temps, des murmures révèlent la réputation particulière de leur maître. Yuri confie qu'il ne s'attend à rien des gens ordinaires, surtout pas d'un maladroit comme lui. Pourtant, il affirme que la seule personne à avoir réellement répondu à ses attentes, c'est elle. Dans l'ombre, il révèle que son père, Balan Luxout, est un homme extrêmement méfiant, qui surveille chacun de ses mouvements grâce à un réseau d'espions disséminés dans toute la ville. Yuri réalise que, contrairement aux autres, elle ne trahira pas sa confiance, car elle n'a aucun lien avec les pions de son père. De son côté, la jeune fille, marquée par un passé douloureux où elle était rejetée et insultée, s'excuse en silence, touchée par le fait que quelqu'un ait enfin pris sa défense. Féline, les joues rougies, demande timidement si elle est vraiment nécessaire à Master Yuri. Ce dernier, calme, lui rappelle qu'il l'avait déjà affirmé et lui confie sa première mission, tandis qu'une servante annonce que tout est prêt. Yuri lui ordonne d'enfiler son uniforme, révélant ainsi la tenue qu'elle devra porter. Émerveillée, la jeune fille est déjà prête à relever ce nouveau défi. 10 minutes plus tard, elle arrive timidement, s'excusant pour son retard. Féline, vêtue de son nouvel uniforme de servante avec des oreilles et une queue de chat, rayonne de joie. Elle demande timidement si le jeune homme aime sa tenue, qui lui répond avec enthousiasme. Leur complicité naissante se renforce dans cette ambiance légère et pleine d'espoir. Féline, blottie contre le jeune homme,
confie ses inquiétudes à propos de certaines personnes malveillantes qui exploiteraient les Beast Folk. Pourtant, elle ressent que Master Yuri est différent de ces individus. Le jeune homme, surpris, l'interroge doucement. Maintenant vêtus de leurs uniformes, le jeune homme affiche un sourire déterminé en déclarant qu'il est temps de passer à l'action. Féline, un peu hésitante, demande ce qu'ils doivent accomplir exactement. Le décor change, dévoilant les taudis, un lieu dont il est difficile de parler ouvertement. YRI et Féline se tiennent dans une chambre sombre, éclairée seulement par une bougie vacillante. L'atmosphère lourde et mystérieuse contraste avec leur détermination naissante. Féline, visiblement troublée, semble hésitante face à ce qui les attend. Féline réalise avec surprise que cet endroit isolé est inconnu de son père, ce qui la trouble profondément. Pendant ce temps, les deux garçons affirment avec détermination que c'est leur repère, un refuge pour les enfants sans abri. L'atmosphère devient tendue lorsqu'une voix s'élève, alertant tout le monde de leur présence. Les enfants défendent farouchement leur territoire, accusant la jeune fille d'être une noble et lui ordonnant de partir. Malgré les tensions, une jeune femme tente d'apaiser la situation en expliquant que son frère est à bout de force. La menace d'une confrontation plane si leur demande n'est pas respectée. YRI au regard déterminé menace clairement Féline, affirmant qu'il devra se débarrasser d'elle, quel que soit le prix à payer. Sa présence impose un silence lourd, accentuant la tension qui règne dans ce refuge fragile. 10 minutes plus tard, YRI revient avec des brochettes qu'il a achetées chez le boucher. Il propose un marché, ils pourront manger à leur faim s'ils les laissent tranquilles. Féline, surprise, voit les enfants accepter avec enthousiasme, soulagée à l'idée de ne plus avoir à se battre pour leur territoire. Alors qu'elle tente de fuir, elle réalise que son chemin est bloqué. Un homme l'attrape brusquement par le poignet, l'empêchant de s'échapper. Il la confronte directement, mettant fin à toute tentative de fuite. Féline, prise de panique, redoute la rapidité avec laquelle son interlocuteur compte agir. L'homme, sûr de lui, la rassure en lui demandant de se calmer, affirmant qu'il fera vite. Malgré ses pensées tourmentées, elle comprend que la situation va rapidement basculer. Féline, paniquée, réalise que c'est Phil qui la retient. Son regard trahit son choc et sa peur. Elle tente de parler, mais se sent prisonnière, incapable de fuir cette situation. Le poids de l'instant pèse lourdement sur elle, tandis que son corps tremble d'appréhension. Féline, encore tremblante, supplie Phil d'être doux avec elle. Ce dernier, calme et assuré, la rassure en lui promettant de ne pas lui faire de mal. Son regard s'intensifie soudain, révélant une capacité particulière, après Alai. Grâce à son « après Alai », Phil analyse les statistiques de la jeune fille. Elle est une apprentie servante de niveau 1, avec des compétences modestes mais une agilité et une maîtrise du poignard prometteuse. Il réfléchit à son potentiel en tant qu'assassin, tout en espérant qu'elle ne se retournera pas contre lui. Féline, confuse et gênée, proteste en affirmant qu'ils n'ont encore rien fait de déplacé. Phil, imperturbable, déclare que c'est fini. Elle le réprimande vivement, l'accusant de manquer de respect envers son maître, ce qui la met dans un état de panique. Il se retrouve dans une boutique d'armes à l'écart de la ville, où Phil avoue avoir utilisé son « après Alai » pour évaluer les capacités latentes de la jeune fille, un secret que même son père ignore. Celle-ci lui reproche de ne pas avoir fait cela chez elle, tandis qu'une servante s'interroge sur la nature de leur relation. Percevant une certaine tension entre eux, Phil répond vaguement, confirmant qu'ils ne sont pas en très bons termes. Dans la boutique d'armes, Phil remarque une dague qui lui semble intéressante. Féline, surprise, lui tend l'arme en expliquant qu'elle a découvert son talent pour le maniement des dagues grâce à son « après Alai ». Elle s'émerveille à l'idée qu'il possède des compétences, ce qui le déstabilise quelque peu. Féline, les larmes aux yeux, avoue avoir toujours été considérée comme inutile, mais qu'elle possède malgré tout une qualité qui la sauve. Phil, touché, répond simplement par un « je vois ». Dans l'atelier, la servante s'entraîne avec enthousiasme sous le regard approbateur de Phil, déterminée à prouver sa valeur. Féline, rayonnante, serre précieusement la dague qu'elle vient d'obtenir, promettant de la chérir pour toujours. Phil, un sourire en coin, minimise l'importance de l'arme en la qualifiant d'outil jetable. Leur échange est interrompu par un jeune garçon qui reconnaît la servante, provoquant une réaction amusée de Phil. Un jeune garçon informe la servante qu'une personne la cherche. Lady Emilina, la sainte, surprise, elle tente de comprendre de qui il s'agit, tandis que le garçon insiste sur l'importance de cette figure. Une voix off rappelle qu'Emilina est affiliée à l'église, manie une puissante magie sacrée et rejoindra bientôt le groupe du héros. Le jeune garçon tente de minimiser l'importance de la venue de Lady Emilina, suggérant même qu'il a mal entendu. Pourtant, notre héros est inquiet,
conscient que cette rencontre inattendue est loin d'être anodine, une image mentale dramatique rappelle que la sainte est une personne dangereuse, capable de tuer. Le protagoniste redoute que la rencontre avec Emilina et les autres héros mène à sa perte, comme dans l'histoire originale. Pour éviter le pire scénario, il doit absolument fuir le héros principal du jeu, un jeune garçon, intrigué, le taquine en le trouvant étrange dans ses murmures. Le protagoniste serre fermement l'épaule de Fi en l'appelant, déterminé. Fi, surprise, ne comprend pas pourquoi il agit ainsi, surtout venant de quelqu'un d'aussi important. Soudain, il annonce avec urgence qu'ils doivent partir immédiatement, ce qui choque la jeune fille. La foule s'agite à l'arrivée de Lady Emilina, dont la popularité ne faiblit pas. Une religieuse remarque que son charme et son apparence expliquent cet engouement constant. L'effervescence grandit alors que la sainte fait son entrée parmi les habitants. Lady Emilina avance avec grâce, son regard pénétrant captivant l'attention de tous. Un jeune garçon, émerveillé, ose lui demander de lui serrer la main. Malgré son apparence rayonnante, elle semble pensive, comme perdue dans ses pensées. Lady Emilina, un peu hésitante, essaie de répondre aux demandes des habitants qui veulent la voir sourire et faire des gestes pour eux. Elle tente timidement un clin d'œil et un signe de paix. Sous le regard amusé d'une religieuse, l'ambiance devient plus légère malgré la nervosité de la sainte. Lady Emilina est interpellée par une religieuse qui lui rappelle l'urgence de sa mission et l'incite à retrouver rapidement une personne importante. La sainte, surprise, semble troublée par ses paroles et évoque ses actions passées, notamment le sauvetage d'une fille bête. La religieuse lui reproche doucement son comportement, soulignant que ses actes ne correspondent pas toujours à l'image d'une figure exemplaire. Lady Emilina insiste sur le fait que Yuri est encore un enfant, loin d'être un adulte. Elle évoque les figures prophétisées, fortes et nobles, destinées à vaincre le mal après avoir reçu l'oracle divin, tels que le saint, le héros ou le grand sage. Saisissant fermement son bâton, elle semble prête à agir. Le jeune garçon, visiblement accro à la viande, promet de fournir des informations précieuses en échange de repas. Malgré sa demande insistante, il se voit refuser toute future ration de viande, ce qui surprend son interlocuteur. Une alliance étrange se forme autour de ce troc inattendu. Le garçon, à genoux et suppliant, exprime son désespoir face à la faim qui ravage les habitants des bidonvilles, implorant pour un peu de viande qu'ils n'ont jamais pu goûter. Son insistance met mal à l'aise le jeune homme, qui le trouve carrément étrange. Pendant ce temps, une mystérieuse femme le rejoint. Appelons le protagoniste par son nom, Yuri. Yuri annonce froidement son départ imminent, affirmant que personne ne peut l'en empêcher. Fi, surprise et inquiète, apprend qu'elle doit l'accompagner. Le jeune homme insiste sur l'urgence de rejoindre ses terres, évoquant des menaces familiales et la recherche d'un saint. Le jeune homme, malgré son hésitation, finit par soupirer et accepte de montrer un bon terrain de chasse en échange. Fi exprime une certaine compassion pour le garçon affamé, tandis que celui-ci, les yeux brillants, demande à rassembler tous les enfants ensemble. Malgré l'urgence, le garçon part rapidement rassembler les enfants. Sous le regard attentif de Yuri et Fi, ce dernier admet qu'il ne peut pas se permettre d'abandonner ses enfants, de peur qu'ils lui en tiennent rigueur. Enfin, le groupe arrive à destination, prêt à découvrir le terrain de chasse. Le garçon révèle un terrain de chasse bien caché, peuplé principalement de monstres de bas niveau, accessible même aux enfants. Émerveillé, il découvre un endroit qu'ils ne connaissaient pas près de chez eux. Encouragé, il invite les enfants à aller chercher leur butin du jour pour le dîner. Les enfants se lancent avec enthousiasme à la chasse, déterminés à rapporter de la viande pour le dîner. Observant la scène, Yuri et Fi constatent avec satisfaction que les enfants commencent à maîtriser l'exercice. Une jeune fille demande alors la permission de rejoindre le groupe, que Yuri lui accorde avec un sourire. Le protagoniste se rassure en se disant que, grâce à cette chasse, les orphelins ne mourront plus de faim. Cependant, il redoute toujours la rencontre avec Emilina la Sainte, espérant l'éviter pour que son plan se déroule sans accroc. Soudain, une femme mystérieuse remarque leur présence et semble intriguée par le nombre d'enfants réunis ici. Une femme vêtue d'une tenue religieuse apparaît soudainement, tenant un sceptre et demandant s'il s'agit d'un événement spécial. Le protagoniste, surpris, se demande comment elle a pu découvrir sa cachette, craignant qu'il s'agisse bien d'Emilina la Sainte. Yuri réalise avec stupeur que la jeune fille l'a déjà rattrapée dans son jeu, ce qui le pousse à craindre que les événements se déroulent exactement comme dans le jeu. Face à elle, elle le désigne clairement comme une menace, ce qui intensifie la tension entre eux. Il comprend qu'il doit feindre l'ignorance pour ne pas compromettre sa position. Lady Emilina semble confuse, se demandant si elle s'est trompée de personne.
tandis que le protagoniste redoute qu'elle interroge tous les hommes du coin pour le trouver. Un homme intervient, expliquant qu'il a montré à d'autres ce territoire de chasse, ce qui complique encore la situation. Un homme justifie avoir révélé le territoire de chasse à d'autres pour que les orphelins ne meurent plus de faim. Pendant ce temps, une jeune femme annonce qu'elle est occupée et s'apprête à partir. Soudain, quelqu'un attrape son poignet, la surprenant. Lady Emilina, les yeux brillants d'admiration, saisit fermement le poignet de l'homme qui voulait partir. Le surprenant, ce dernier, gêné, insiste sur le fait qu'il doit s'en aller rapidement. Une voix l'interpelle soudain avec insistance, l'appelant « Maître Yuri ». Lady Emilina joyeuse montre fièrement un gros lapin qu'elle vient de capturer, appelant « Maître Yuri » pour attirer son attention. Le protagoniste, surpris, réalise qu'elle a prononcé ce nom, mais il est rapidement envahi par le doute. Elle n'a pourtant rien dit à ce sujet. La tension monte alors qu'il craint qu'elle ne soit pas dupe. Lady Emilina, souriante et confiante, affirme qu'elle a du mal à entendre. Le protagoniste, soulagé, se dit qu'elle est stupide. Il décide néanmoins de s'éloigner rapidement avant de commettre une nouvelle erreur. Soudain, Lady Emilina surgit avec une expression déterminée, brandissant une arme et l'interrogeant fermement sur sa destination. Le protagoniste, pris au dépourvu, réalise qu'elle a comblé la distance en un éclair, le laissant sans voix. YRI réalise avec effroi que la jeune femme est en réalité un monstre redoutable. Elle lui propose, avec un sourire inquiétant, de continuer leur conversation. La tension est à son comble, tandis que notre héros se demande quelle décision prendre face à cette menace. Un monstre gigantesque, au physique terrifiant, surgit soudainement en rugissant, semant la panique parmi le groupe. Les personnages réalisent avec stupeur qu'il s'agit probablement du gardien de la forêt, une créature rare et puissante qui ne sort que rarement de son territoire. L'atmosphère devient immédiatement électrique, chacun comprenant la gravité de la situation. Un membre du groupe explique que le monstre a été attiré par le haut niveau d'Emilina. Le gardien de la forêt se rapproche dangereusement d'un jeune homme terrifié, qui tente de reculer. Soudain, Emilina intervient avec rapidité pour protéger son compagnon, surprenant tout le monde. Emilina s'interpose avec détermination entre le monstre et le jeune homme, affirmant qu'elle sera celle qui combattra la créature. Sa prise de position ferme impressionne immédiatement ses compagnons. Le gardien de la forêt, surpris, entend clairement son défi. Fi propose soudainement de fuir tant qu'ils en ont encore la possibilité, ce qui choque et déçoit ses compagnons. L'un d'eux exprime son désaccord, refusant de laisser les autres derrière eux. Pendant ce temps, une créature menaçante s'avance, prête à attaquer, tandis qu'Emilina reste concentrée, prête à affronter le danger. Emilina déchaîne une attaque puissante, prouvant que malgré son rôle de guérisseuse, elle possède une force redoutable. Son regard déterminé laisse transparaître toute sa confiance face au combat qui s'annonce. YRI prévient de leur départ imminent tandis que Emilina affronte férocement un monstre. Elle attaque avec précision, tranchant la bête d'un coup puissant. Le combat s'achève brutalement, le monstre succombant sous ses coups. La guerrière s'assure que le garçon va bien, qui la remercie timidement de l'avoir sauvé. Son sourire rassurant montre qu'elle est soulagée de ne pas avoir de blessure. Soudain, un rugissement retentit, interrompant ce moment de calme, tandis que ses compagnons échangent des regards inquiets. La guerrière est prise de court par une nouvelle attaque et encaisse un coup violent. Un autre monstre surgit, prêt à en découdre. La tension monte alors que ses compagnons réalisent qu'ils ne sont pas encore hors de danger. Le garçon s'inquiète en voyant la guerrière saigner, mais elle le rassure avec un sourire. Malgré tout, la blessure est profonde et douloureuse. Une nouvelle menace approche, brisant ce moment de répit. Un monstre terrifiant se dresse devant eux, imposant et menaçant. La prêtresse réalise avec inquiétude qu'elle ne pourra pas lancer son sort de guérison à temps. Le garçon, quant à lui, est saisi par la peur face à cette nouvelle menace. Le monstre fonce avec une force terrifiante, prêt à frapper. Le garçon, paniqué, appelle désespérément à l'aide, tandis que la prêtresse reste figée, impuissante face à la menace imminente. La peur envahit le groupe, le danger est plus que jamais palpable. Le monstre hurle de douleur, se tenant la tête avec frénésie. Le garçon s'avance calmement vers la créature, qui rugit encore plus fort dans l'ombre. Une arme transperce violemment le flanc du monstre, marquant un tournant dans le combat. Le garçon constate que leur attaque n'a pas suffi à terrasser le monstre. Il demande à la prêtresse si elle s'est déjà soignée, avant de lui demander de finir le combat. Celle-ci, déterminée, se prépare à lancer un puissant sort sacré. Le regard déterminé de la jeune femme impose le respect et la crainte. Une observatrice réalise que, bien qu'elle soit fragile, sa puissance dépasse toutes les attentes. Autour d'eux,
les témoins sont à la fois surpris et impressionnés par cette force impressionnante. La gratitude s'exprime avec sincérité envers celui qui a permis de protéger les enfants. Le protagoniste, prêt à partir, est interrompu brusquement par une prise ferme, une tension nouvelle s'installe, laissant présager un retournement inattendu. La jeune femme, rayonnante, affirme qu'elle accepte le changement d'identité du protagoniste sans hésiter. Elle lui propose alors de rejoindre le groupe des héros, suscitant chez lui une surprise mêlée d'appréhension. Pris au dépourvu, il tente de se dégager, craignant les conséquences d'une telle invitation. Le protagoniste, surpris, pose sa main sur la poitrine de la jeune femme, déclenchant chez elle une réaction inattendue. Son visage s'empourpre rapidement, trahissant une gêne profonde. Lui, déconcerté, tente de trouver ses mots face à cette situation embarrassante. Pris de panique, le protagoniste s'excuse maladroitement après avoir touché la jeune femme, qui réagit avec surprise et gêne. Il tente de rationaliser la situation en se disant qu'il pourrait ainsi se faire détester pour éviter d'être invité. Une autre jeune femme intervient, agacée, en lui conseillant de ne pas envenimer les choses. Le protagoniste affirme fermement sa position, refusant catégoriquement ce qui lui est reproché. La jeune femme au caractère bien trempé le traite de pervers avec une pointe de gêne, tandis qu'une autre, visiblement outrée, le qualifie de pire que tout et regrette de l'avoir invité dans leur groupe. Malgré les accusations, il reste calme et provocateur, défiant ses interlocutrices. La jeune femme, déterminée, décide d'aller chercher Yuri Luxout pour qu'il rejoigne leur groupe à sa place. Le protagoniste, pris de panique, réalise que si un membre de la noble famille Luxout était impliqué dans un scandale, cela ternirait gravement leur réputation. Il craint d'être considéré comme le mouton noir de sa famille et redoute la réaction de son père. Quelques heures plus tard, la tension monte alors qu'on presse Phi de se dépêcher avant que le saint ne découvre la vérité. Un attelage avance rapidement, franchissant les portes avec détermination, comme pour précipiter un événement crucial. Le protagoniste et son ami reprennent leur souffle, soulagés d'avoir échappé au danger. Pourtant, une inquiétude persiste. Ils ont dû laisser les enfants derrière eux et se demandent s'ils vont bien. Malgré tout, ils se rassurent en se disant qu'ils n'étaient probablement pas impliqués dans l'histoire principale, tout en gardant un vague souvenir d'eux dans le jeu. Grâce à son intervention, Yuri a empêché un événement dangereux, la grande insurrection des orphelins, qui devait se produire dans quelques années selon le jeu. À ce moment-là, il ignorait encore l'ampleur de ce qu'il venait d'éviter. Maintenant, il se questionne sérieusement sur la suite à donner à leur situation, conscient qu'ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Déterminé à changer son destin, le protagoniste jure de briser toutes les fatalités qui le mènent à sa perte. Avec un nouvel élan, il ordonne à son compagnon Phi d'avancer à toute vitesse vers une terre inconnue, prêt à affronter ce qui les attend. Leur voyage ne fait que commencer. Le groupe se prépare à partir vers la terre natale de Yuri, avec une jeune fille pleine d'enthousiasme qui exprime son excitation. Cependant, une atmosphère inquiétante se fait sentir, annonçant des ennuis imminents sur leur route. Soudain, Yuri semble concentrer son énergie, intriguant la jeune fille qui lui demande ce qu'il fait. Yuri tente d'utiliser la magie pour garder la nourriture au frais afin qu'elle ne se gâte pas pendant le voyage. La jeune fille, observant son maître, décide aussi de s'entraîner à la magie. Yuri crée un couteau en utilisant la magie de la terre et propose à la jeune fille de s'entraîner à lancer ses armes, ce qui lui permettra aussi d'améliorer ses compétences de chasse. Enthousiaste, elle le remercie chaleureusement et promet de donner le meilleur d'elle-même pour attraper beaucoup de proies. Yuri lui souhaite bonne chance avant qu'elle ne commence son entraînement. La jeune fille lance son couteau magique avec détermination, visant une cible avec concentration. Son expression mêle effort et enthousiasme, tandis que le projectile s'enfonce avec précision dans le bois. Son maître l'observe attentivement, prêt à la guider dans cet entraînement crucial. La jeune fille, dépitée, avoue qu'elle n'a pas réussi à toucher une seule fois sa cible. Yuri admet que lancer des couteaux depuis une carriole en mouvement est vraiment difficile. Soudain, un cri retentit à l'extérieur, attirant leur attention. Un cri d'alerte retentit soudain, annonçant une mauvaise nouvelle. Des personnes sont attaquées non loin de là. Yuri se précipite pour défendre une jeune femme en danger, défiant ouvertement ses agresseurs. Face à cette situation tendue, un mystérieux individu observe, intrigué par la résistance de la victime. Un homme au sourire cruel décrit sans détour la brutalité des riches, prêts à tout pour s'enrichir davantage, y compris tuer et piller. Deux personnages, choqués, réagissent à cette dure réalité. L'un d'eux évoque la nécessité de trouver des financements pour développer ses terres, tandis qu'un autre se libère d'une entrave, prêt à agir. Un homme au sourire menaçant accuse le protagoniste d'avoir le même objectif que les agresseurs.
piller les riches. Pendant ce temps, plusieurs silhouettes se dirigent vers la scène du crime, prêtes à intervenir. Les ravisseurs, armés et cruels, ordonnent de tuer les hommes et de capturer les femmes vivantes. Un nouvel arrivant interpelle les agresseurs, dénonçant leurs mauvaises actions. Surpris, ils cherchent à identifier cet intrus mystérieux. L'inconnu, calme et posé, leur propose de se calmer avant que la situation ne dégénère. Calme et sûr de lui, notre héros annonce qu'il va utiliser sa magie de l'eau et du vent pour lancer son attaque, le météore de glace. Une pluie de projectiles glacés s'abat alors violemment sur sa cible, provoquant une explosion spectaculaire. Yuri observe calmement les ravisseurs étendus au sol, surpris de leur rapidité à tomber. Il se demande si ses progrès récents en magie expliquent cette efficacité inattendue. Pendant ce temps, les témoins de la scène, encore sous le choc, commencent à réagir à ce retournement de situation. Le chef des ravisseurs est stupéfait. Notre héros a éliminé tous ces hommes d'un seul coup. Il sent le danger grandir et réalise qu'il pourrait être la prochaine cible. Soudain, une voix l'interpelle, attirant son attention. Le chef des ravisseurs menace violemment la jeune fille qu'il retient en otage, brandissant un sabre et exigeant qu'on ne bouge pas sous peine de la tuer. Face à cette menace, une voix calme et assurée répond, déstabilisant immédiatement l'agresseur. Yuri fait son entrée, prêt à intervenir. Le chef des ravisseurs est transpercé soudainement, surpris par l'attaque. Yuri se tient face à lui, tandis que la jeune fille, libérée, s'éloigne rapidement. De son côté, la serveuse au visage félin exprime avec émotion sa réussite, soulagée d'avoir enfin accompli ce qu'elle voulait. La serveuse féline célèbre sa réussite avec enthousiasme, fière d'avoir touché sa cible. Elle taquine Fi sur sa maladresse, tout en le félicitant pour son tir. Pendant ce temps, le protagoniste se prépare à affronter les ennemis restants, prêt à utiliser sa magie de l'eau et du vent. Yuri déchaîne toute sa puissance en lançant une attaque fulgurante avec son épée, créant une lame d'énergie tranchante. Son regard déterminé témoigne de sa volonté de mettre fin au combat rapidement. Face à lui, l'ennemi est pris au dépourvu par cette offensive éclatante. Yuri, arme à la main, fait face à une menace imminente tandis qu'un grondement se fait entendre. De leur côté, un homme et une jeune femme expriment leur profonde gratitude, visiblement soulagés et reconnaissants. La jeune femme, quant à elle, semble surprise par la situation qui se déroule devant elle. Yuri réalise que ces personnes sont des marchands de la compagnie Muller, essentiels pour le développement de ces terres. Il exprime son désir de nouer des liens amicaux avec eux, conscient de leur importance. Les marchands, reconnaissants, confirment la présence fréquente de bandits dans la région. Le marchand explique que dans cette région, il faut se méfier autant des bandits que de la famille Luxout. Il révèle que cette famille détient un monopole total sur le marché de la capitale et agit en toute impunité. Yuri, surpris, réalise que cette famille est la sienne, tandis que le marchand les qualifie de véritables scélérats. La jeune femme félicite chaleureusement le protagoniste, qui semble un peu gêné par tant d'attention. Un autre personnage arrive en reprochant son retard, tandis qu'un marchand, reconnaissant, demande enfin à connaître le nom de celui à qui il doit la vie. Notre héros hésite à répondre, ce qui pousse la jeune femme à le taquiner sur sa manière de se présenter. La jeune femme présente fièrement le protagoniste sous son vrai nom, Yuri Luxout, ce qui provoque la surprise et l'incrédulité des marchands. Notre héros, gêné, se demande si sa vie de seigneur dans ces terres va vraiment bien se passer, surtout après avoir vu les marchands s'incliner devant lui alors qu'il espérait simplement créer des liens amicaux. Yuri est déjà parti, ce qui surprend ses interlocuteurs. Il découvre avec étonnement qu'il a choisi de faire d'un Bistkin son serviteur, sans passer par l'achat d'un esclave. Cette révélation est une véritable surprise pour eux, qui ne soupçonnaient pas cette affinité chez le jeune seigneur. Un homme exprime ses doutes sur les véritables intentions de Yuri, craignant qu'il ait deviné ses plans. Il envisage de le garder en vie uniquement s'il s'avère utile, mais prépare déjà des mesures défensives au cas où Yuri chercherait à le trahir. Un autre personnage tempère ses inquiétudes, estimant que Yuri ne réfléchit probablement pas aussi loin. Au loin, une paisible vallée s'étend, mais l'ombre de la menace plane. Nos compagnons Bistkin, silhouette sombre au premier plan, redoutent un massacre imminent dans ces terres. Le danger se précise, laissant présager un tournant décisif. Pour échapper à son destin de ruine et de désolation en tant que dernier boss de 5 Ouest, notre héros a décidé de quitter volontairement sa famille Mastermind pour s'exiler dans une contrée lointaine. Deux personnes s'agenouillent profondément en signe de soumission, ce qui surprend notre héros. Il analyse la situation et conclut que l'un d'eux n'a probablement jamais travaillé sous les ordres de son père, à en juger par sa peur lorsqu'il apprend son appartenance à la famille Luxout. Un homme s'agenouille profondément pour demander pardon,
reconnaissant son impudence envers la famille Luxout et remerciant Archa de leur avoir sauvé la vie, l'autre explique qu'il fait bien partie de cette famille, mais qu'il en a été pratiquement banni. Archa, exaspéré, leur reproche de la sous-estimer. Notre héros explique qu'il se rend sur ces terres, un cadeau de son père. Cette révélation choque profondément les deux personnes agenouillées, qui réalisent soudain que leur interlocuteur est en réalité le Seigneur. Les deux hommes, réalisant enfin la véritable identité de notre héros, s'agenouillent profondément en signe de soumission, tandis qu'Archa les réprimande vivement. Plus tard, notre héros propose de les emmener en ville malgré son propre voyage vers ces terres, ce qui surprend ses compagnons. Ceux-ci hésitent, mais acceptent finalement avec gratitude. Notre héros décide de nouer des relations amicales, refusant tout lien avec la famille Masterlin. Pendant ce temps, deux hommes ligotés supplient pour leur vie alors qu'ils sont emmenés, paniqués à l'idée de mourir. Notre protagoniste prévoit de les livrer pour toucher une prime. Un homme, visiblement stressé, demande à ce que l'on prenne son travail lentement, tandis que Master Yuri, concentré, reprend son projet en constatant qu'il reste encore beaucoup à améliorer. Notre héros, intrigué, l'interroge sur ce sur quoi il travaillait depuis tout à l'heure. Le protagoniste présente un appareil appelé le réfrigérateur, capable de refroidir et conserver la nourriture. Il explique que, malgré son aspect simple, cet outil utilise un principe chimique combinant magie de l'eau et magie du vent pour réduire la consommation de mana. Face à l'incrédulité d'Alan, il corrige avec un sourire, prêt à détailler le fonctionnement ingénieux de cette invention. Le protagoniste explique qu'il n'est pas nécessaire d'infuser constamment le réfrigérateur avec du mana. Il propose d'utiliser des pierres magiques, récupérées sur les monstres, qui contiennent des effets magiques de vent et d'eau. Cette idée enthousiasme Master Yuri, qui voit là une opportunité de produire l'appareil en masse et d'en faire un commerce rentable. Le protagoniste découvre que les pierres magiques, qu'il considérait simplement comme de la monnaie, ont en réalité une grande valeur. Un marchand insistant lui propose de vendre son invention un réfrigérateur exclusivement dans sa compagnie. Impressionné par l'habileté commerciale de cet homme, notre héros accepte de réfléchir à l'offre. Le groupe arrive enfin dans la ville locale de Seyersbark. Notre héros annonce que leur première mission sera de livrer ces individus pour recevoir leur récompense. Soudain, plusieurs soldats en armure encerclent le groupe, armes dégainées, ordonnant à tout le monde de ne pas bouger. Pris de court, notre héros et ses compagnons expriment leur surprise face à cette intervention inattendue. Un soldat accuse directement Alan Muley d'attaquer des voyageurs de bonne foi et annonce son arrestation. Pris de court, notre héros proteste, affirmant être la véritable victime. Le soldat rétorque qu'il existe des témoins affirmant le contraire, renforçant ainsi l'accusation. Un homme ligoté accuse Alan Muley d'avoir attaqué leur groupe sans provocation, affirmant qu'ils ont été terrifiés. Il reproche à Alan d'avoir décliné l'offre du Lord Vicomte. Ce qui serait à l'origine de cette situation. Notre héros, perplexe, se demande quel jeu il essaie de lui faire. Un homme demande à Alan d'expliquer la situation, visiblement choqué par les accusations. Celui-ci révèle alors que le Lord Vicomte Jeslu lui a fait une proposition scandaleuse. En échange que sa fille Archa couche avec lui, il deviendrait son marchand personnel. La jeune fille, en arrière-plan, semble profondément bouleversée par cette révélation. Alan confirme qu'il a refusé l'offre scandaleuse du Lord Vicomte, le qualifiant de minable. Un homme révèle alors que c'est justement ce Lord Jeslu qui les a engagés pour attaquer Alan. Les assaillants menacent le groupe, leur assurant qu'ils sont condamnés, qu'ils seront traités comme des criminels s'ils les capturent, et qu'ils sont morts s'ils se font tuer. Le groupe réalise avec effroi qu'ils ont été piégés par le seigneur de la ville, qui a orchestré ce complot contre Alan. La tension monte alors qu'ils constatent que les soldats qui les entourent ne sont pas là pour les protéger, mais pour les capturer. Une nouvelle menace approche, annonçant la capture de Muley. Le vicomte Jesslug apparaît, furieux, condamnant violemment ceux qui osent nuire à ses sujets innocents et aux voyageurs. Notre héros comprend enfin l'identité de cet homme, responsable de leur piège. Le vicomte ordonne alors au capitaine de la garde de passer à l'action contre le groupe. Le vicomte Jesslug ordonne l'exécution immédiate d'Alan Muley, le principal accusé. Le groupe réalise avec horreur que le seigneur peut inventer des crimes à sa guise sur ces terres. La tension monte encore lorsque le vicomte désigne également Archa Muley comme complice. L'homme, avec un sourire inquiétant, annonce qu'il va lui-même infliger la punition, en insistant pour que cela se fasse à deux. La jeune femme, visiblement mal à l'aise et anxieuse, serre son bras en baissant la tête, tandis que l'homme se lèche les lèvres avec une expression prédatrice. Alors que l'homme insiste pour qu'elle s'approche, la jeune femme tente de reculer, effrayée. Soudain, un jeune homme intervient, repoussant la main menaçante et s'adressant fermement à l'homme.
protégeant ainsi la jeune femme derrière lui. Le maître Yuri menace violemment le jeune homme, lui ordonnant de comprendre à qui il a affaire sous peine d'être exécuté lui aussi. La jeune femme, les larmes aux yeux, appelle Yuri avec inquiétude. Le protagoniste, réalisant la gravité de la situation, pense que cet homme est complètement fou. Le jeune homme, calme et sûr de lui, défie ouvertement le maître Yuri en lui demandant s'il croit vraiment pouvoir l'exécuter. Ce dernier, furieux, réagit avec colère, tandis que le protagoniste remarque que cet homme utilise son rang comme prétexte pour dire n'importe quoi. Un sourire narquois apparaît sur le visage du jeune homme, prêt à en découdre. Le maître Yuri ordonne aux gardes de capturer immédiatement le jeune homme. Ce dernier, imperturbable, défie l'autorité du vicomte Gueslu en lui rappelant que son rang ne lui donne pas le pouvoir d'exécuter quelqu'un d'une famille ducale. Face à cette provocation, les gardes hésitent, créant un moment de tension palpable. Le jeune homme prend la parole, annonçant qu'il a oublié de se présenter. Il révèle alors son nom avec une intensité qui surprend son auditoire, Yuri Luxout. Le vicomte Gueslu, surpris, reconnaît le nom de Luxout et se vante de connaître cette famille. Il évoque une audience passée avec eux à la capitale royale, mais avoue ne jamais avoir rencontré personnellement le jeune homme. Le vicomte, soudain pris de panique, réalise qu'il a déjà vu ce visage auparavant. La vérité éclate, le jeune homme devant lui est bien le fils du seigneur Luxout. La reconnaissance de cette identité cruciale le bouleverse profondément. Le vicomte est soudainement terrifié en réalisant qu'il fait face au fils du seigneur Luxout. Le jeune homme, avec un sourire assuré, lui fait comprendre qu'il a osé défier quelqu'un de rang supérieur. La tension monte alors que le protagoniste s'avance, dominant la scène. Le protagoniste accuse le vicomte d'avoir tenté d'incriminer deux marchands sous sa protection avec de fausses accusations, allant jusqu'à ordonner leur exécution. Il révèle également que le vicomte a convoité une jeune fille et a essayé de la forcer à passer une nuit avec lui. La tension est palpable alors que le jeune homme confronte directement le vicomte Gueslu. Le jeune homme lance une accusation cinglante, demandant au vicomte ce que son père penserait s'il apprenait ses actes ignobles. Le vicomte, submergé par la culpabilité et la peur, éclate en larmes, incapable de répondre. Le personnage s'agenouille profondément en signe de respect et présente ses plus sincères excuses, suppliant de garder le secret de son erreur. Il exprime son ignorance quant au fait que son interlocuteur était un héritier de la maison Luxout, et implore même la permission de lui lécher les chaussures en gage de repentir. Cette scène montre une soumission totale face à une figure d'autorité. YQRI révèle qu'il a été renié par sa famille, ce qui explique pourquoi il n'a pas pu rapporter l'incident à son père. L'homme en face de lui, en larmes, supplie désespérément de ne pas informer son père et décide d'utiliser sa maison à son avantage. Soudain, une voix ordonne aux gardes d'incarcérer les bandits, marquant un tournant dans la situation. Les bandits, ligotés et sous la garde des soldats, tentent de se justifier en affirmant n'avoir fait qu'obéir aux ordres du seigneur Gueslu. L'un d'eux, horrifié, refuse de croire à leur arrestation, la jugeant d'une cruauté extrême. Le calme de la nuit contraste avec la tension palpable de cette situation. Yuri reçoit une bourse d'argent en silence, tandis que l'homme insiste pour qu'il ne révèle pas son erreur au père du héros. Notre héros rassure Archa en lui disant qu'elle va bien et qu'il a pris soin de prévenir Gueslu de ne pas abuser de son pouvoir à l'avenir. Yuri assure qu'avec cela, Gueslu ne l'importunera plus jamais. Archa, encore un peu gênée, le remercie humblement pour son aide précieuse. Elle avoue aussi l'avoir trouvé impressionnant lorsqu'il a réprimandé le seigneur Gueslu. YQRI reçoit les remerciements sincères d'Archa et d'un autre homme, qui lui rappelle qu'il leur a sauvé la vie à 2 reprises. Surpris, il essaie de se souvenir de ce qu'il a dit plus tôt. Soudain, il accuse Alan d'avoir tenté de faire condamner un marchand sous sa protection en l'accusant faussement. Alan exprime sa profonde gratitude d'avoir reçu le sceau d'approbation comme marchand sous la protection du protagoniste. Il fait alors un serment solennel de servir au mieux son nouveau protecteur. Le protagoniste, surpris, accepte humblement cet engagement. Un homme mystérieux interroge le protagoniste sur une éventuelle fiancée, ce à quoi il répond qu'il n'en a pas. Surpris et ravi, l'homme insiste alors pour que le héros prenne la main de sa fille, provoquant la gêne évidente de cette dernière. Le protagoniste, un peu désemparé, conseille à Archa de s'affirmer davantage, tandis qu'elle se dit intérieurement que son père est vraiment imprévisible. Archa, visiblement émue et timide, remercie humblement le protagoniste pour sa proposition. Malgré son manque d'assurance, elle se demande intérieurement pourquoi elle est si touchée par cette situation. Pendant ce temps, une silhouette inquiète appelle Master Yuri, pressentant des ennuis à venir.